Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Bernard Godard. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Vous êtes une personne habituée avec cette émission. Nous tenons à vous en remercier par rapport à votre éclairage et surtout votre décryptage de l'actualité parce que ce dossier de l'islam et ce dossier aussi de culte en général quelque part commence à faire surface sur l'actualité depuis plusieurs années. Mais maintenant, on rentre dans une période un petit peu qui dépasse nos frontières et qui devient un peu lourd. Et c'est une nouvelle situation pour le président de la République, mais aussi pour les gens qui travaillent sur ce dossier. Comment peut-on conjuguer cette situation très compliquée? Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Bernard Gothard, c'est un ancien chargé de mission au bureau central du culte au ministère de l'Intérieur, écrivain, souvent le nom Monsieur Islam de France. Et notre sujet de ce jour, la loi 1905, les tenants et les aboutissants. Monsieur Bernard Godard, avant de commencer, si vous le permettez bien, parce que actualité oblige, et après on retournera à notre sujet de discussion, la loi 1905. Comment vous évaluez cette situation actuelle pour un homme de terrain comme vous? C'est un peu troublant parce qu'il y a des mélanges de plusieurs registres. Et bon, c'est une des conséquences un petit peu aussi de la confusion qui a été entretenue par le discours des Mureaux par le président de la République qui se continue. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs registres qui sont évoqués. Le registre du terrorisme. Bon, un jeune Tchétchène de 18 ans qui va décapiter un professeur dans une école. C'est une chose affreuse, c'est une chose insupportable. On est dans un phénomène terroriste et tous les moyens, si vous voulez, qui doivent être mis en œuvre, en particulier les moyens policiers, ceux de la justice, le sont. Et je pense que là, c'est avant tout une affaire qui concerne la justice et qui concerne la lutte contre le terrorisme, et c'est pas rien. Donc voilà quel est ce registre-là. Bon, je pense que personne ne le remet en cause, bien sûr, mais il y a ensuite le registre, si vous voulez, ça ressoulève la question d'intermédiaires, de différents intermédiaires dans cette affaire, qui renvoie à la question, alors, communautarisme, séparatisme, laïcité. Bon, je ne vais pas citer toutes les thématiques qui sont évoquées. On est dans une autre thématique et du coup, ça ouvre le champ sur d'autres choses et on revient par exemple dans cette affaire dans les débats qu'on avait connus en 2006 avec les caricatures danoises, malheureusement en 2015, au début 2015 avec les attentats contre Charlie Hebdo, où là quand même il y avait une unanimité nationale générale, y compris, contrairement à ce qu'on a pu dire, des musulmans qui ont manifesté par exemple le 10 janvier 2015. Donc du coup, si vous voulez, c'est pas tous ces débats arrivent en même temps et provoquent, si vous voulez, une espèce de rythme malheureusement français, très français, de remise en cause de la manière dont la laïcité est vécue, dont la laïcité est entretenue, beaucoup de discussions aussi par rapport au communautarisme, qui est une réalité, ça personne ne le dit, le communautarisme. Et donc du coup, si vous voulez, tous ces registres sont mélangés. Et il y a un registre qu'on connaît aussi, moi que je connais bien, mais qui est celui du contexte international, duquel nous étions plutôt préservé ces derniers temps, mais qui revient qui revient en plein dans la figure, si je peux dire, c'est la réaction de ce qu'on appelle la rue musulmane, c'est-à-dire des musulmans dans le monde entier, depuis l'Indonésie jusqu'à la Malaisie, jusqu'au Maroc, pour dire que effectivement les propos du président de la République pour disant qu'il faut encore continuer pour les caricatures en disant qu'il faut enseigner aux jeunes ce que sont les caricatures, a allumé le feu dans le monde musulman. Justement, si je reprends un petit peu votre introduction, Monsieur Godard, parce qu'elle est Oui. assez intéressante quand même. Donc, il y a plusieurs registres que vous avez évoqués. Bien sûr, il y a le registre international, il y a le registre de cet attentat contre ce professeur Samuel Paty. Et comme vous le savez, vous êtes un homme qui connaît un petit peu ce domaine de la sécurité.
moi, c'est une question que je vous ai parlé à titre personnel, mais je vous le dis en même temps dans cette émission. On attendait un petit peu une réaction d'un groupe terroriste pour revendiquer l'attentat. Il n'y Oui. avait pas de réaction. Aucune réaction, ni de Daesh, ni de Al-Qaïda. Comment vous expliquez ça? Bah, si vous voulez, par rapport à Daesh, c'est vrai que les dernières réactions, je n'ai pas en mémoire là, quelles sont les dernières réactions qui ont été présentes, mais ça fait déjà un moment qu'ils n'ont plus de réaction, tout simplement parce qu'ils sont immobilisés et que Mhm, la coordination qu'on supposait entre les différents groupes qui s'étaient affiliés à Daesh, en particulier dans le Sahel ou en Libye, bon, finalement les liens n'étaient pas si fermes que ça. Donc c'est la preuve que s'il n'y a pas une vraie liaison entre tous ces groupes qui sont soi-disant entre guillemets affiliés à Daesh, comme ça l'était avec Al-Qaïda, mhm. avec une personnalité comme Zawahiri qui était présent au Baloutchistan, mais qui pouvait par ses instructions, par ses mots d'ordre, diffuser un certain nombre de choses qu'on retrouvait au Yémen, qu'on pouvait retrouver dans le Sinaï, qu'on pourrait trouver en Afrique, dans le Sahel. Mais là, on n'est pas en présence d'une même internationale comme on l'est malheureusement encore avec Al-Qaïda. Bon, là, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, donc justement, c'est peut-être Al-Qaïda, admettons qu'elle réagir. Ça n'a pas été le cas déjà dans l'attentat d'il y a plus de dizaine de jours, je crois, du Pakistanais. Hein, on a Mhm. C'est connaissance, ça, il n'y c'est a un pas eu de Pakistanais. réaction. Mhm. Non. Et là aussi, donc du coup, c'est bon, je veux dire, c'est pas étonnant. C'est vrai que en revanche, même s'il n'y a pas de revendication, il est quand même inquiétant de savoir que la mobilisation type djihadiste, comme on l'appelle, il faudrait lui donner un nom, n'a pas besoin forcément d'une action précise pour pouvoir se mettre en marche, malheureusement. Malheureusement. Et dans le cas, l'enquête n'est pas finie, hein, dans le cas Bien sûr, de bien l'affaire sûr, du jeune bien sûr, Tchétchène. bien sûr. Donc on va peut-être découvrir des affiliations, des mots d'ordre, on ne sait pas encore. Hein, on est C'est justement, on est en plein ouais, enquête. En plein on est enquête. Et voilà, ouais, justement, moi, ce qui m'a surpris, c'est cette absence totale hein, de revendication que d'habitude, parfois sur des choses qui n'existent même pas, ou par exemple des oui, tout mensonges, à fait. il Oui, essaye de se l'approprier et de ouais, mobiliser les troupes là-dessus. Là, on parle oui. d'une personne décapitée quand même, hein, ce n'est pas le moindre. Attention, c'est horrible, c'est grave. Et il n'y a aucune réaction. Bon, Oui, tout à fait. l'enquête nous dira Oui, davantage, hein, donc faisons confiance à la justice. ouais. Il y a autre chose que vous avez évoqué. Est-ce que vous étiez parmi les premiers qui a dit non cette notion de séparatisme au sein de cette émission? Hein? Vous n'êtes pas d'accord par l'appellation séparatisme, vous avez Oui. opté pour le nom communautarisme et vous avez bien précisé les choses. Croyez-vous que les musulmans sont coupables quelque part de près ou de loin par rapport à ce qui est en train de se passer en France? Non, bah bien heureusement, non. C'est-à-dire que les musulmans, ils sont bon à titre divers, que peu importe le lien qu'ils déclarent ou pas, ou l'affiliation plus ou moins forte religieuse. En tout cas, ça concerne plus de 6 millions d'individus. Voilà, Hmm. hommes, femmes, enfants. Donc, on va dire ça comme ça. Il est bien évident que l'écrasante majorité de ces musulmans sont atterrés, sont sidérés par ces attentats, et peut-être même certains les ressentent de manière encore plus violente parce qu'ils sont eux-mêmes musulmans, en disant ce sont des gens qui sont soi-disant comme nous, qui ont commis ce genre d'atrocité, donc ils le ressentent peut-être même pour certains plus violemment. Et non, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas un centre politiquement organisé, stratifié, etc., comme les Al-Qaïda, actuellement encore, et peut-être moins pour Daesh, mais on verra par l'avenir. Je peux pas Hmm. préjuger Hmm. de tout ce qui va se passer. C'est intéressant de savoir qu'il y a des liens entre les différents acteurs qui ont été conservés. Et ça c'est une vieille, non pas une règle, mais les terroristes, les anciens terroristes, ils conservent des liens entre eux. Ça existe. Et c'est vrai que, par exemple, les gens qui ont été en retour de Syrie, de combattants qui ont été incarcérés, Hmm. bon,
bon, c'est des gens dont on sait que certains ont conservé fermement enfermés dans leur dans leur cœur, on peut dire, le sentiment de la nécessité du djihad, etc. Donc il ne faut pas baisser la garde, il ne faut pas penser que parce qu'il n'y a pas d'expression, qu'on a l'impression d'avoir coupé une tête, non, c'est comme une hydre, entre guillemets, bon, sans vouloir quand même trop exagérer, mais voilà, il faut toujours être très vigilant, et c'est vrai que par exemple, dans le cas de ce Tchétchène, d'après, bon, je prends simplement, parce qu'il avait plusieurs comptes Twitter, et parmi ces comptes, il y en avait un qui s'appelait Chichani. Ce qui était Chichani, qui était-il? C'était le chef militaire de Daesh. Bon, il était tchétchène, hein, c'est vrai, parce que les Tchétchènes, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais les Tchétchènes, dans leur combat, dans la première guerre tchétchène en tout cas, ont été, et puis dans la deuxième aussi, ont été des combattants, si vous voulez, qui servaient de modèle à tout le monde, y compris Al-Qaïda. Hein, ce qu'ont montré les petits films d'entraînement des djihadistes dès la fin des années 2000, c'était les Tchétchènes. Hein, c'était ces gens qui étaient vraiment le modèle du combattant djihadiste. Bon, et c'est pas étonnant que le chef de Daesh ait été un Tchétchène d'ailleurs. Donc du coup, il y a quand même une espèce d'imaginaire à l'intérieur prestigieux pour les djihadistes qui concerne les Tchétchènes. Alors, je ne vais pas dire que ce jeune de 18 ans ait été influencé ou pas, parce qu'il y a d'autres Tchétchènes répartis dans toute la France, à Nice ou à Toulouse par exemple. Bon, alors, il est vrai que pour certains, et ça on l'a constaté par exemple avec les jeunes qui étaient daguestanais, mais qui étaient un peu très très proches de la cause tchétchène, qui avaient commis les attentats à Boston. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y avait eu, je crois que c'était le marathon de Boston, où il y avait, ça avait fait, je ne sais plus, mais beaucoup de morts. Donc il y a dans la deuxième génération ou la génération suivante qui n'était pas directement dans les combats chez les Tchétchènes, il y a comme ça un engagement, et on l'a vu dans d'autres communautés, dans la mobilisation pour les causes des parents qui ont dû fuir. On voit dans la génération suivante effectivement un sentiment de frustration, et c'est pas nouveau malheureusement. Donc dans le cas tchétchène, c'est très 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 présent, et malheureusement ce jeune là de 18 ans effectivement, l'enquête le dira, quelles ont été ses fréquentations, comment il a été nourri. Alors on le sait qu'il a été nourri par tout un environnement de réseaux sociaux qui était sur la victimisation des musulmans, qui était sur la nécessité d'un islam salafiste, hein, il l'a affirmé, c'est clair, il était adepte d'un islam salafiste, pureté, impureté, haram, halal, etc. Enfin, tous les classiques qu'on connaît, al-wala ou al-bara, c'est-à-dire, il avait toutes les caractéristiques d'un salafiste classique. Donc il est évident, quand il est tombé sur un site, il était à la recherche, d'après ce que j'ai compris, qu'il était à la recherche d'une cause pour en découdre. Malheureusement, c'est tombé sur ce malheureux professeur de Conflans-Sainte-Honorine, et voilà, il a saisi l'occasion à la suite des contacts qu'il a pu avoir avec le père d'une des jeunes filles qui était scolarisée dans le collège de Conflans-Sainte-Honorine. Exactement, voilà. Sauf que cette affaire, ça prend de l'ampleur et commence à s'élargir comme un feu dans un champ de blé. Et ça touche un petit peu la quasi-totalité des musulmans, et avec, comme vous l'avez bien dit, ce tapage médiatique, hein, chaque jour, hein, dans des chaînes d'information continue, ça cesse pas. On se trouve devant une situation, comme vous l'avez dit, très conflictuelle entre les caricatures faites par Charlie Hebdo et qui a déjà eu des problèmes dans le passé, comme tout le monde le sait, avant qu'il soit Charlie Hebdo, et en même temps avec le président Chirac, sous forme d'une décision de justice. Mais le problème qui se pose, Monsieur Godard, c'est que maintenant ça devient politique, cette affaire de Charlie Hebdo. Et cette affaire de Charlie Hebdo devient internationale, comme vous l'avez bien expliqué. J'aimerais bien avoir votre avis. Y a-t-il possibilité de passer cette étape en douce, s'il y a des sages qui nous écoutent et qui écouteront cette émission, parce que ça n'amène nulle part. C'est un problème qui posera un autre problème. Et ce problème, ni les musulmans d'ici, ni les musulmans de l'extérieur non plus, hein, ils n'en veulent pas, parce qu'il y a une relation ancienne entre la France et le monde musulman. Ça date pas d'aujourd'hui, vous le savez mieux que moi. Il y a une relation très étroite sur le plan économique, sur le plan politique. La France est présente en Afrique dans la quasi-totalité des pays
musulmans. Donc, y a-t-il possibilité d'apaiser cette atmosphère avec éventuellement un discours d'apaisement? Oui, non, mais clairement, il faut d'abord, pour apaiser la situation, il faut éviter de mélanger les registres. C'est-à-dire que une partie de la presse se précipite, elle trouve malheureusement, de manière criminelle, à mon avis, une occasion de mélanger les genres et de lier la laïcité à l'islam, de l'islam, le problème de l'islam au terrorisme, au communautarisme. Donc, c'est ce mélange qui est pernicieux, c'est ce mélange qui finalement nous coûte beaucoup. Et donc du coup, pour cela, par exemple, il faudra, mais je crois que du côté musulman, on en a pleinement conscience, il faudra isoler, si vous voulez, les dossiers en parlant, quand on parle du communautarisme, de la manière dont les jeunes, en particulier dans des quartiers, trimballent, excusez-moi le mot, mais un certain nombre de pensées complètement erronées sur l'islam et complètement, comment dire, qui portent préjudice aux plus jeunes, hein, qui cherchent à influencer les plus jeunes. Ça, il faut s'y attaquer, ça c'est une vraie question. Et il faut s'y attaquer tous ensemble, c'est-à-dire les gens de l'éducation nationale, mais les organisations musulmanes elles-mêmes. Bon, je pense que un certain nombre d'organisations musulmanes s'y sont attaquées depuis longtemps, mais il faut qu'elles s'y attaquent. Alors le problème, je sais que pour les organisations musulmanes, y compris des imams, ils ont essayé de dire ces gens-là, quand ils vont se nourrir, hein, pour entretenir leur colère, leur haine, leur ignorance, hein, souvent sur des sites qui leur disent, qui leur donnent la société, la solution simple, halal haram, el wala wal bara, c'est qui sont les deux mots d'ordre, j'ai envie de dire, incendiaires. C'est très difficile pour un imam même qui est intelligent, qui en a conscience, c'est très difficile d'amener les jeunes à changer le logiciel. Vous voyez. Donc, si vous voulez, je une chose par rapport à une chose qu'on n'évoque pas souvent. Alors, dans les pays musulmans, il y a aussi, les salafistes ont fait des progrès, etc. Ils sont combattus, ça existe, etc., etc. Mais il y a un environnement musulman qui fait que, si vous voulez, d'autres personnes de la famille, de l'école, de plusieurs endroits, peuvent rectifier ceux qui n'est pas, j'ai envie de dire, excusez-moi d'être peu simple, qui n'est pas de l'islam, et ce qui est du domaine de la coutume, un petit peu, de la pensée traditionnelle, etc. Donc, si vous voulez, les jeunes sont dans un environnement qui fait que ils savent distinguer les différents genres et ce qui est du ressort de l'islam, ce qui ne l'est pas, ce qui est du domaine de après, bon, l'extrémisme, ça c'est une chose là où même dans les pays musulmans on a du mal quand il y a des choix de djihadisme, de partir au djihad, ça c'est encore autre chose, il y a encore des problèmes et c'est vrai que c'est difficile de le contrer quand même, c'est pas si facile que ça, on y arrive mais c'est pas si facile que ça. Tandis que dans un pays comme la France, les pays occidentaux, il n'y a pas cet environnement. Il suffit, si les parents n'ont pas une culture musulmane, parce que souvent on est dans une génération qui est issue de parents qui eux-mêmes n'ont pas de culture musulmane très approfondie. C'était les grands-parents ou les arrière-grands-parents. Et donc du coup, ils sont seuls, ils sont laissés seuls. La mosquée, certes, hein, avec l'enseignement tarbiya islamia, etc., mais quand ils y vont, mais forcément, c'est pas forcément le discours qu'on doit leur dispenser, c'est pas forcément des gens, des cadres qui sont formés pour leur faire comprendre qu'ils sont dans une société sécularisée, que effectivement il faut composer d'une autre manière qu'ils le feraient dans un pays musulman. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça fait partie de la réflexion de fond que doivent avoir les organisations musulmanes, mais je pense qu'elles en ont conscience, et donc de donner, non pas seulement des conseils, mais une voie, une direction, pour que les gens sachent comment former ces jeunes-là. Et essayer de les distraire de toutes ce fatras, hein, je dis, excusez-moi le mot, mais c'est ça, c'est un fatras, une sous-culture qui comprend effectivement des éléments qui ressortent du salafisme violent,
hein, je veux dire l'exclusion, mais aussi avec un fatras de croyances qui n'ont pas grand-chose à voir avec la tradition musulmane, mais qui malheureusement, voilà, je disais encore hier un article sur le hijama, mais le hijama, oui, alors on appelle maintenant la médecine prophétique. Écoutez, bon ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est quand Il vous y avait une perquisition à Paris pour ça, oui. dans un pays musulman, vous avez un environnement qui vous dit, ben non, mais non, il y a la médecine normale, celle qui vous guérit, etc. Et la médecine pauvreté, la ruqya, c'est la ruqya. Vous faites la distinction. Et là, dans leur tête, tout se mélange. Il y a en même temps le fait d'être identitaire. Ben moi, si j'ai recours à la médecine prophétique, eh ben, je serai un meilleur musulman. Mais faut voir un peu ce qui se passe dans leur tête quand même. Ça, c'est le discours, Monsieur Godard, et je suis d'accord avec vous, comme vous parlez, comme quoi les organisations musulmanes devront prendre ce dossier à bras-le-corps, mais sauf que, il y a un réel problème, il faut l'admettre. Quelle participation de l'État et quelle participation du pouvoir médiatique? Parce que jusqu'à maintenant, on voit un tapage médiatique contre les musulmans, contre l'islam, comme vous l'avez bien dit. On mélange tout, l'islamisme, le radicalisme, le mot islam partout. Ce discours-là, c'est ça qui est la dangerosité de l'affaire. Ce discours-là, qu'est-ce qu'il peut faire une organisation, un imam, qui lui-même, il n'a pas le moyen pour communiquer. S'il communique, il communique pour 2 secondes. Parce que, comme vous le savez, la télé, elle rentre dans toutes les maisons. Ce n'est pas le cas par rapport à un discours d'un imam. Comme je l'ai dit à M. Tariq Obro récemment, dans une interview, lorsqu'on a parlé l'imam virtuel est plus dangereux, c'est un danger réel. Comment peut-on contrer un imam virtuel s'il n'y a pas moyen de communication et un soutien de l'État dans un cadre d'apaisement? Sauf que ces éléments ne sont pas réunis actuellement. Là, justement, ça fait le lien avec la loi 1905. Les musulmans, c'est valable pour les protestants, pour toutes les religions et celles qui se sont installées plus récemment. Il ne faut pas demander la liberté complète du culte et de l'organisation du culte d'un côté et l'aide de l'État de l'autre. Là, ça va pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai engagé à partir de 98, 99, enfin 99 surtout, pour la construction du Conseil français du culte musulman. J'ai fait partie, bon, il y a eu Pierre Jox d'abord, il y a eu ensuite Chevènement, ensuite Sarkozy. L'État a été impliqué dans l'aide ou le soutien qui était à apporter aux organisations musulmanes pour qu'elles puissent se constituer en organisation représentative. Grâce à ça, elles ont acquis un statut qu'elles n'avaient pas auparavant, c'est-à-dire d'être reconnues, si vous voulez, reconnues dans le sens, pas au sens de la loi 1905, mais reconnues comme les autres cultes, hein, on est d'accord. Bon, maintenant, la balle est dans leur camp, c'est-à-dire que l'État a été jusqu'au bout du bout de ce qu'il était possible dans l'aide apportée aux musulmans. C'est aux musulmans, il faut je veux dire aux organisations musulmanes, c'est elles qui doivent se prendre en main. C'est pas l'État qui va leur dire quelles sont les écoles des imams qui doivent se construire. C'est pas l'État qui va lui indiquer la voie droite, les chads. C'est pas l'État. Hein, c'est pas le rôle de l'État. Et là, on tombe sur la 1905. Est-ce que peut-on considérer, avec les événements que nous vivons actuellement, avec les différents attentats, avec les différents problèmes que nous avons connus depuis plusieurs années, maintenant plusieurs décennies, y a-t-il un échec total de la gestion de l'islam ici en France? Non, un échec total. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Simplement, je trouve qu'il est profondément injuste. Alors peut-être que le système qui a été conçu entre les organisations musulmanes d'une part et l'État de l'autre n'était pas la bonne solution. Mais ça, moi, j'accepte au contraire les critiques, bien sûr. Il faut le dire, hein, si jamais on trouve qu'il y a une autre solution. Donc du coup, si vous voulez, ça, il faut bien se dire que je ne vois pas comment l'État pourrait repartir pour à nouveau discuter avec les organisations musulmanes qui ne seraient pas celles qui sont dans le CFCM, par exemple, et pour construire autre chose. Mais ça voudrait dire qu'une fois de plus, l'État va intervenir
hein, directement. Moi, comme je le dis assez souvent quand je suis dans des réunions auprès de musulmans, d'amis musulmans, mais non, la balle est dans votre, c'est vous qui devez définir la chose. Alors, la question n'est pas simplement propre à la France. Hein. Attendez, c'est pas qu'une question française, c'est une question européenne, par exemple, là, dans le sens où effectivement, dans d'autres pays d'Europe aussi, les organisations musulmanes, bon, bah, elles n'ont pas forcément de représentation, dont on peut créer des conditions de conseil, de confort pour que les cadres musulmans puissent être des guides pour la communauté musulmane. Ça, c'est vrai. Bon, si vous voulez, en France, il y a cet impératif, c'est notre culture, c'est notre histoire qui fait que l'État ne peut pas intervenir dans si vous voulez, ce que les contenus théologiques qu'entendent donner une religion ou une autre. Sauf si ça touche à l'ordre public, l'État doit intervenir, mais non pas de dire vous avez tort, votre dogme n'est pas bon. Il dit votre dogme là, ah ben sur ce point-là, hein, eh ben ça va pas du tout parce que c'est contraire à la loi ou ça un dogme sur ce point-là qui prône la rupture de lien social. Voilà. Et justement, ça nous amène à ce dogme, comme vous parlez, hein, donc le dogme qui gère cette affaire dans son ensemble, c'est la loi 1905, la loi du 9 décembre 1905, préparée par M. Émile Combes, qui était un anticlérical, hein, donc au sens propre du terme. Et après, bien sûr, le projet a été préparé par M. Aristide Briand. Et l'objectif de cette loi n'était pas de faire disparaître les églises, mais séparer les églises et l'État. Et là, on parle d'une loi où les musulmans étaient absents. C'est très important. Pas tout à fait. Ah, tout à fait. Et c'est là, j'aimerais bien, et c'est là la question. Non, les musulmans étaient dans la 1905, mais les musulmans étaient dans l'édifice, enfin dans la configuration religieuse de la France. Car vous savez que l'Algérie était quand même composée de 3 départements français. Et c'est ça, et voilà, chercher l'erreur, c'est là qu'il y avait un vice de forme, et donc Jules Ferry en est un petit peu responsable, c'est qu'on avait créé le statut de l'indigénat en Algérie, qui faisait que les Algériens n'étaient pas des citoyens français à part entière, hein, et justement en avançant le fait que la religion musulmane, vous pouvez la garder, mais si vous restez musulman, vous pouvez pas être des citoyens à part entière. Donc, on peut pas dire que la Troisième République pensait l'islam à sa manière. Elle a quand même, en 19 ans est venu, on a exclu l'islam, on n'a pas évoqué la question de l'islam, alors que l'islam était présent sur le territoire français. Est-ce que peut-on parler que la loi 1905, il est temps de pas de la modifier, mais de la mettre à jour par rapport à cette communauté musulmane qui se trouve sur le sol français, à part entière, soit des musulmans français, soit des musulmans qui vivent en France, par rapport à leur organisation, comme ça a été le cas par rapport aux autres religions dans le passé. Alors là, je vous dis clairement, non, non et non. La loi de 1905, même si les musulmans n'avaient pas été inclus, non pas, c'est implicitement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas évoqué la question musulmane, parce que la loi de 1905 a été rédigée de telle manière que ça concerne toutes les religions et toutes les croyances. La loi de 1905, elle n'a pas été appliquée, enfin si vous voulez, elle n'a pas été appliquée, on n'a pas pensé la question des musulmans en 1905, tout simplement parce que les musulmans n'étaient pas des citoyens français en 1905, mais ils étaient en 1960, même avant, les gens qui étaient de nationalité française et musulmans, ça a complètement changé. La loi 1905, M. Godard, comme vous l'avez bien expliqué, c'est une loi qui est fondamentale. Juste, il y a un problème qui s'oppose, c'est que les musulmans, ils sont arrivés après, ils l'ont intégré, sauf que le souci qui se pose, il y a aussi une ignorance aussi par rapport à cette loi, parce que il y a un manque d'explication par rapport aux musulmans de savoir les tenants, les aboutissants de cette loi. De quoi il s'agit réellement en termes pédagogiques pour expliquer aux musulmans comment cette loi a été fondée et dans quel objectif et quelles sont ses limites.
Si vous voulez, la loi de 1905, c'est difficile de faire mieux. D'abord, elle est contraire, enfin, elle n'a pas été acceptée par l'Église, elle a été construite d'ailleurs surtout pour l'Église. C'est-à-dire c'est exactement le contraire d'une loi qui dirait je vais définir l'opinion que j'ai de la religion. Justement, et c'est peut-être ce qu'on reproche à la loi de 1905, c'est qu'elle ne veut pas définir une religion. Toutes les religions rentrent dans la loi de 1905. Je dis bien toutes les religions. Hein. Et donc ça, et la musulmane comme les autres. Hein. Elle a un cadre juridique qui est tout à fait adapté pour qu'elle puisse s'installer de manière conforme par rapport à la laïcité et tout. Donc c'est une légende de dire que, par exemple, la laïcité est contre l'islam ou non, la laïcité elle est contre aucune religion, elle est neutre par rapport à les religions. Donc il faut bien savoir parce que ça c'est le principe, parce qu'il y a 3 principes qui sont très essentiels dans le principe de la laïcité. Un, le principe de la laïcité, ça implique une séparation entre l'État et les cultes. Elle signifie une autonomie des deux et l'absence de référence aux religieux pour l'État. Elle entraîne une stricte neutralité des agents publics. Hein. Mais alors, je vais vous dire, séparation, c'est l'article 1 de la loi 1905, ne signifie pas méconnaissance. Hein. On dit, bon là, on a une formule, on dit la loi 1905 ne reconnaît pas les cultes, mais elle ne méconnaît pas les cultes. C'est-à-dire que bon, comme les religions sont dans la société, avec des organisations, l'État ne va pas dire, ah, vous n'existez pas. Hein, cette attitude est irresponsable de nier complètement l'existence des religions, ça serait complètement irresponsable, et en particulier aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ce principe de séparation, c'est absolu, et donc du coup, ça garantit au culte, surtout l'article 2 de la séparation absolue, ça garantit aux religions d'avoir leur autonomie dans la définition, bien sûr, de l'ordre public, et j'insiste là-dessus parce que c'est implicitement contenu de l'article 1 de la loi de 1905. Donc, si vous ne touchez pas à l'ordre public, eh ben, vous avez le droit de vous exprimer dans toutes les formes religieuses que vous voulez. C'est pour ça que d'autres religions sont arrivées, etc. Et c'est très difficile. Par exemple, je peux vous citer des exemples de gens qui se proclament une religion, mais qui effectivement, étaient à la limite du phénomène sectaire, etc. C'est-à-dire attentatoire à l'être humain par des emprises mentales, etc. Eh ben, ça a été très difficile devant la justice de dire on va interdire, on ne peut pas interdire une religion jusqu'au point qu'elle, si vous voulez, qu'elle est attentatoire à l'ordre public et puis qu'elle atteint à la dignité de l'être humain. D'accord. Donc, du coup, toutes les religions sont libres d'exister. Elle implique, alors, deuxième point, c'est la liberté d'exercice du culte. Et là, c'est le deuxième principe, pardon, excusez-moi, c'est l'égalité entre les cultes. Alors ça c'est absolu parce que dans beaucoup de pays qui sont des pays européens par exemple, vous avez un registre, vous devez vous déclarer. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a le numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais il y a des religions qui sont inscrites sur un registre qui ont certains avantages. Et puis si vous n'avez pas passé un examen vis-à-vis de l'État, je pense à l'Autriche et l'Espagne, vous êtes considéré comme une religion, on ne vous empêche pas de fonctionner, mais vous n'êtes pas au même rang que les religions qui sont inscrites sur un registre. Ça n'existe pas en France. En France, il n'y a pas de registre des religions. Il n'y a pas de religions qui sont dites correctes et d'autres pas correctes. Alors, dans la pratique, bien sûr, on va reconnaître que il y a des religions qui sont plus importantes que d'autres dans les faits. Hein, c'est pas inscrit dans le marbre de la loi, mais dans les faits, il est évident que quand vous êtes ce qu'on appelle une religion concordataire, c'est-à-dire qui existait en 1905, dont le sort avait été réglé, on va dire, au début du 19e siècle. Dans Napoléon. Bon, si vous voulez, la religion catholique, les deux religions chrétiennes, religion catholique et la religion protestante, et le judaïsme, évidemment, le statut, puisqu'ils sont anciens, ils se sont installés dans les institutions, etc. Et l'islam, effectivement, il y avait des difficultés parce que, comme l'État avait besoin d'un interlocuteur, même s'il ne reconnaît pas les cultes, vous avez dit, c'est un paradoxe, c'est vrai, mais même s'il ne reconnaît pas les cultes, dans le cas de l'islam, c'est vrai que depuis et puis surtout à partir des années où l'islam est devenu quand même beaucoup, au travers de la construction des mosquées, au défi
certaines institutions, l'organisation du pèlerinage, l'histoire de la viande halal, etc. Bon, si vous voulez, et puis le nombre de musulmans, c'est là que les pouvoirs publics, d'abord en 89, 90 avec Pierre Joxe, ensuite en 94 avec Charles Pasqua, et puis surtout en 99 avec Jean-Pierre Chevènement, poursuivi dans le même sens par Nicolas Sarkozy, voilà, on a cherché à avoir, parce que c'était pas durable de pas reconnaître ou de pas, on méconnaissait l'islam, hein, dans le sens où il fallait, il y a un certain nombre de problèmes, parce que même s'il y a une séparation, même s'il y a, si vous voulez, une liberté absolue de culte, il y a un moment donné, il y a des cadres dans lesquels les religions doivent discuter avec l'État pour certains aménagements. Par exemple, pour justement, parlons de le halal, il a fallu en discuter. Alors, l'État ne régit pas le halal du tout, bien sûr. En revanche, il y a une demande pour qu'il y ait un cadre juridique qui soit à peu près respecté. Ça a été les arrêtés qui ont permis à 3 mosquées de nommer des sacrificateurs, comme ils l'avaient fait pour les juifs. Voyez, donc, vous avez des axes par lesquels l'État montre qu'il a des relations avec les religions. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que ce sont des citoyens qui vivent sous la coupole de l'État. Les citoyens musulmans, ils sont citoyens, même s'ils sont musulmans, c'est secondaire. C'est quelque chose, quelle que soit votre religion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne reconnaissez pas un citoyen musulman, moi je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est un citoyen, mais un citoyen musulman, ça n'existe pas. Un citoyen qui a une identité musulmane, oui, c'est... De confession musulmane. De confession musulmane, oui, mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où la citoyenneté, c'est quelque chose, c'est des droits entiers d'un individu, quelle que soit sa religion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exprime en tant que musulman, c'est pas, il est citoyen, il a le droit, bien sûr. Mais alors c'est autre chose, parce qu'il fait intervenir un certain nombre d'éléments qui sont l'islamité. Pour sa foi, il veut, donc je suis citoyen, je peux avoir accès, la loi le prévoit, je peux avoir accès à un lieu de culte pour aller prier, je peux avoir un certain nombre d'actions. L'école confessionnelle qui date de 1959, je peux aller dans une école confessionnelle où je choisis que mes enfants soient élevés, dans une école de confession musulmane ou une confession catholique. Il y a un certain nombre de droits. Oui, c'est sûr. Mais si vous voulez, c'est parce qu'il est citoyen qu'il peut être musulman. Ouais. Dans le sens, il peut, dans l'espace public, l'espace privé, alors là, je veux dire, il peut être, ou dans l'espace public, non, je dis pas espace public parce qu'il y a une grosse confusion en ce moment, parce que j'ai entendu à la télévision l'autre jour, je crois que c'est une députée qui disait que l'espace public doit être neutre. Non, l'espace public n'est pas neutre. L'espace public, c'est les autotats, c'est les fonctionnaires. Pas l'espace public, il est libre. Les religions s'exprimer, si ça touche pas l'ordre public, vous pouvez. Regardez le port du voile, il est interdit à l'école, il est interdit, à la fonction publique, dans les mairies, oui. Dans certains des sujets, par moments c'est un peu délicat parce qu'on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on est dans le cadre de l'exercice public ou pas d'une profession. Bon, alors évidemment, par exemple, vous avez les fonctionnaires et puis vous avez des administrations qui ont des missions de service public. Hein. Alors je vais prendre l'exemple, la caisse d'allocation familiale. Hein. C'est un organisme paritaire, etc. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais c'est pas un organisme d'État. S'il travaille, il a une mission de service public. Eh ben, la Cour de cassation a estimé, c'était le même jour d'ailleurs où était jugée la responsable une responsable en seconde d'une crèche, la crèche Babylou. Eh ben, le même jour, il y avait une dame qui travaillait dans une caisse d'allocation familiale et la Cour de cassation a dit ah ben non, là vous pouvez pas porter le voile parce que vous avez une mission de service public. Donc c'est toute cette ambiguïté qui pose un réel problème maintenant vis-à-vis de musulmans lambda. Moi, mon objectif, c'est là, M. Godard, parce que, certes, les professionnels, certes, les hommes de loi, les hommes qui travaillent dans le domaine savent de quoi il s'agit. Mais le musulman lambda, sur qui pèse une lourde responsabilité, et qui se voit mal dans sa peau, il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec cette pression médiatique et politique, il ne peut rien. Comment, dans un cadre d'une loi de 1905, dans un cadre
de cette République et à ses fondements puissent s'exprimer, puissent vivre en paix. Parce que là, je ne vous cache pas la vérité, beaucoup de monde souffre. Hein. Oui, mais là, c'est pas simplement. Bon, il y a plusieurs niveaux. Là, on va discuter après par rapport dans les époques plus récentes, c'est-à-dire de la fait que la loi de 1905, effectivement, elle est adaptée, mais effectivement, elle est mal comprise parce que on prend cela comme une attaque. Quand, par exemple, il y a une interdiction, tout de suite, on pense que c'est une interdiction dirigée vers l'islam. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La preuve, vous voyez, regardez, par exemple, je vais vous prendre un autre exemple. Hein, le débat qu'il y a sur l'Observatoire de la laïcité en ce moment. Oui. Donc, en fait, l'Observatoire de la laïcité, bon, Jean-Louis Bianco et son secrétaire général Nicolas Cadenne, bon, bah, ça a été créé en 2007 par Jacques Chirac, ensuite il a continué. En 2012, il a été renforcé dans ses missions par le gouvernement socialiste. Et l'Observatoire, si vous voulez, il dit le droit. Bon, c'est-à-dire auparavant c'était le bureau central des cultes, on a transféré ça à l'Observatoire de la laïcité, et du coup, bon, ben, il dit le droit, et c'est vrai que vous pouvez regarder tous les dossiers qui ont été examinés par l'Observatoire de la laïcité, c'est que finalement, ben, le droit, vous ne pouvez pas contester à un moment donné sur tel ou tel sujet. Concernant par exemple les crèches, concernant la nourriture dans les cantines, etc. Ils ont produit un ensemble de choses. Personne n'a redit que c'était pas du tout conforme à la laïcité. Très peu. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est que on dit non seulement l'Observatoire de la laïcité vous êtes sur le droit, certes, qui est 1905, mais vous devez défendre la laïcité, vous ne devez pas prendre des positions ambiguës. Alors, c'est là, personnellement, je veux dire, moi j'ai du mal à comprendre quels sont les griefs qu'on peut adresser comment dire, à l'Observatoire de la laïcité. Bon, j'ai lu tous leurs textes, etc. J'ai du mal, je vous avoue, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on reproche à l'Observatoire de la laïcité d'avoir des positions politiques. Alors, c'est différent. Ou philosophiques, je ne sais pas, qui mettent en cause la laïcité ou n'affirment pas de manière très volontaire, si vous voulez, la primauté de la laïcité, d'une neutralité, mais bon, c'est la loi qui nous donne le gain. Et donc, du coup, moi-même, je vous dis, franchement, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Il y a une polémique sur l'Observatoire de la laïcité, dont on dit que, effectivement, il n'est pas, il est conforme à la laïcité. Seulement, si vous voulez, dans les choix politiques, il est possible que son secrétaire national, par exemple, et bon, je sais qu'il a signé des pétitions en même temps que le comité islamophobie en France, mais aussi avec l'association Coexister, qui est le dialogateur religieux. Alors, je pense que c'est ça, c'est en fait, si vous voulez, la paix, je pense, de montrer un acte, j'ai envie de dire, de bienveillance vis-à-vis de l'islam en disant mais non, vous êtes pas encore, c'est récent, il y a le Conseil français du musulman, vous êtes en train de peaufiner votre organisation des mosquées, sur la musulmane. Donc nous on vous aide, on veut être dans une bienveillante. Et je pense que c'est plutôt ça qu'on lui reproche. Ouais, mais justement, c'est la meilleure, à mon sens, c'est la meilleure façon pour aider d'une manière non déclarée, plutôt comme l'État, comme vous l'avez bien dit, l'État ne peut pas intervenir, mais un observatoire peut au moins montrer à ces organisations, voilà les limites à ne pas dépasser, voilà le cadre de la laïcité. Voilà, ouais, il faut chercher la petite bête quelque part pour... parce que j'ai lu le communiqué de M. Bianco par rapport à cette affaire, et c'est un communiqué qui était clair et net. Hein. Donc, ces gens-là, ils sont droits dans leurs bottes et qui font leur travail d'une manière légale. Mais malheureusement, je reviens toujours à la charge, on est dans une période trouble, une période de crise sanitaire. Ça pose deux fois un problème qui risque de durer d'un côté et en même temps de créer l'amalgame vis-à-vis d'une communauté qui ne demande que de vivre en paix et de jouer son rôle dans la promotion de la nation. La communauté, comme vous dites, effectivement,
effectivement, et ça, la plupart des gens, y compris des gens dans les mosquées qui peuvent être traditionnels, ils disent, bon, ils savent très bien qu'il faut respecter la loi, etc. Vous avez vu la loi de 2004, bon, bah, c'est vrai qu'il y a des protestations, etc. On dit que le voile était obligatoire. C'est vrai que, bon, moi, je ne vais pas discuter de la pertinence ou pas de ces propos, mais à l'issue d'une assemblée générale, ils ont dit, mais nous allons nous soumettre à la loi. C'est ce qu'on demande aux religions. Vous comprenez? C'est ce qu'on demande aux religions. Donc, du coup, ce qui pose problème, par exemple dans le communautarisme, mais aussi, alors ce que je vais dire, c'est une autre dimension, qui est le domaine identitariste, c'est-à-dire des revendications de certains groupes, on va dire plus identitaires que vraiment religieux, dans le sens où toute leur action est tournée vers la foi, mais elle est tournée plutôt sur l'identité musulmane. Bon, quelquefois ça va ensemble, quelquefois ça ne va pas forcément ensemble. Et ces identitaristes, entre guillemets, et par exemple, le comité contre l'islamophobie, avec qui j'ai entretenu des relations et tout, sont plutôt dans cette démarche, disent, bah non, il y a une marginalisation des musulmans, on leur empêche de s'exprimer, et donc ils sont souvent sur des combats pour dire, voilà un peu les atteintes qu'on porte à l'islam. Par exemple, sur les cantines scolaires. Il ne faut pas oublier que, pardonnez, il y a eu une petite bataille, et donc ils voulaient absolument, alors pour les uns le halal, pour les autres en disant non, pas de viande du tout. Donc, il y a eu des problèmes qui se sont posés autour de ça. Bon, les gens n'ont pas tellement bien compris. Ça, c'est comme le port du voile dans certaines structures, comme les crèches ou des choses comme ça. Bon, et ça, c'est le frottement. Et ce frottement, si vous voulez, on a dit que c'est des attaques à la laïcité. Je veux dire, c'est des entreprises plutôt identitaristes. C'est ça. Effectivement, ont irrité un certain nombre de gens en disant la laïcité est attaquée. Et c'est vrai que, par exemple, le voile islamique a été le symbole vraiment de tout ce qui est effectivement de cette charge contre l'islam, qui effectivement, à cause de ce voile, de ce fichu, effectivement, tout ça peut paraître un peu cacophonique, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est le mot de la fin. La cacophonie de l'islam, de la gestion du culte, et notamment l'islam ici en France. Espérons que ça va s'arrêter rapidement quand un responsable, quand une personne avec son histoire et ses connaissances du dossier, et vous avez pratiqué ce dossier depuis plusieurs années, vous concluez ça. Qu'est-ce qu'il peut dire, Monsieur Lambda, Monsieur Godard? Qu'est-ce qu'il peut dire? Non, mais je veux dire que là, en revenant sur la laïcité, qui est devenue presque un gros mot, c'est vrai qu'il y a des gens qui poussent à une interprétation de la laïcité, alors du style philosophique, qui est la libération des individus, on n'est pas encore... Parce que je m'excuse, en tête, c'est que la loi de 1905, dans le fond, c'est pas une loi de condamnation de l'Église et tout, c'est le contraire. Vous voyez, le petit père Combe, il voulait en 1904, 1901, 1904, il voulait mettre l'Église sous les ordres de la République. C'est ça. Et on dit non. Alors attendez, on va pas s'en sortir. Les cultes de leur côté, l'État de l'autre. Voilà, c'est ça l'esprit. Et donc du coup, c'est quand même une garantie pour toutes les religions. Si elles ne veulent pas attenter à l'ordre public, si elles ne veulent pas faire du terrorisme, c'est quand même une garantie de pouvoir vivre à l'intérieur de l'espace français. C'est ça. Là, en ce moment, la discussion un petit peu par rapport à l'islam, alors on dévie un petit peu quand on parle de l'islam, ça ne regarde pas l'État de parler d'islam. Ça... Sauf que, alors moi c'est ma position, sauf que effectivement, il faudra se poser la question d'une certaine version du fondamentalisme. Le fondamentalisme n'est pas interdit, bien sûr, puisque même s'il a sa manière, mais si effectivement ce fondamentalisme prône une rupture du lien social et une attaque contre les institutions en France, de la société en général, ben oui, il y a un problème avec cette version de la religion. Oui, il y a un vrai problème. Mais la laïcité est armée pour y faire face. Il faut les identifier déjà dans un premier temps, parce que là, ils ne sont pas identifiables. Sauf que cette affaire, et je pèse même aussi le mot de la fin, il y a un assassinat de professeur d'une manière atroce et que tout le monde condamne. Mais ce n'est pas une raison de faire responsabiliser l'ensemble des musulmans par rapport, parce que le problème qui se pose, il est là. On est en train de responsabiliser les musulmans, c'est à cause de l'islam, à cause des musulmans. On les voit
durant toute la journée sur les chaînes d'infos sans les nommer. Quelques-uns sont connus par leur radicalisme, hein, quelque Ouais, part, parce qu'on parle de terrorisme, mais là, c'est, comme il a dit M. Boniface, c'est le terrorisme intellectuel. ouais, ouais, ouais. On est dans un cadre de terrorisme intellectuel et qu'on Tout prend à la fait. société française en otage. Mhm. Tout à fait. Voilà, donc l'objectif, moi, derrière ce débat, c'est l'État, elle est là, il faut respecter la loi et il ne faut pas se prendre la place de l'État ou la place de la Absolument. loi. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Monsieur Godard, merci infiniment de cet Je vous en éclairage, hein, prie. De même. et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.